Donc, hop, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce cinquième webinaire, pardonnez-moi. On était déjà en train de préparer le sixième. Ravi de vous retrouver avec Alexandre aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Voilà, donc on va attendre que les prochains arrivent. Merci à tous ceux qui sont là. Je sais qu'on a des gens du Québec avec nous. Alors, je leur souhaite la bienvenue. Et puis, je pense à eux aussi parce que je devais être la semaine prochaine à Montréal avec une équipe de DRH. Et je sais que vous êtes confinés de nouveau, que les bars sont fermés, un peu comme chez nous à Marseille. C'est un sujet assez sensible aujourd'hui. Voilà. Donc, on va essayer de parler de sujets positifs. Et avant qu'on entame ce webinaire, je voudrais juste vous donner pour les nouveaux quelques consignes en particulier sur l'utilisation de Livestorm pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Donc déjà, moi je suis Emmanuel Lavergne, je suis le créateur de Codevenir, et à côté de moi, Alexandre Mingal, je suis gérant d'Asnomy et je suis directeur commercial à temps partagé. J'aide mes clients à vendre plus, mieux et plus rapidement. Voilà, alors petit point, vous avez sur votre droite un onglet que vous pouvez déployer dans lequel vous avez un chat, vous avez des questions et vous avez aussi la liste des participants qui peut s'afficher aussi potentiellement pour vous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est sur le chat, directement, de nous faire part de toutes les remarques. Et Louisa, qui est en coulisses, va nous faire part de toutes vos questions, ce qui nous permettra d'interagir. Voilà, je voudrais vous proposer de le tester, d'ailleurs, le chat. Mylam, bonjour. Nathalie, bonjour. Ingrid, bonjour. Louisa, bonjour à tous. Voilà, mettez un petit message pour être sûr que ça fonctionne. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline, ou rebonjour, puisqu'on s'est eu ce matin. Bonjour Anastasie, bonjour Philippe. Que de femmes, mais non, et Philippe quand même. Que de femmes, juste avant que tu dis bonjour Philippe. Voilà, c'est Mylam qui dit ça. Voilà. Alors, et puis, écoutez, ça fonctionne. Moi, j'ai pas envie de vous faire patienter attendre les autres parce que vous êtes arrivés. Donc, et on s'est promis de passer 1 heure avec vous, 1 heure aussi agréable que possible. Donc, c'est par définition pas 1 heure d'attente. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Voilà, notre sujet du jour, c'est comment booster notre impact avec l'intelligence émotionnelle. Pour celles et ceux qui étaient là la dernière fois, vous vous rappelez que nous avions eu la chance d'avoir l'accent québécois avec Geneviève Deshôtels et on a parlé d'intelligence émotionnelle. Et ben, c'était vraiment la droite ligne avec ce qu'on va faire aujourd'hui, n'est-ce pas Alexandre? Exactement. Voilà. Donc, épisode précédent pour mémoire des 4 webinaires, on a travaillé sur notre sujet, vous le savez, c'est comment est-ce que je développe des comportements et puis un esprit entrepreneurial dans les organisations. Et nous avions accueilli Siam Lo, qui avait été l'intrapreneuse digitale 2018, qui nous avait dit il faut soutenir les intrapreneurs. Pierre Menon était venu ensuite nous expliquer comment décrypter notre organisation pour créer de la valeur. Et vous vous souvenez probablement des jeux, des rapports de force dans les organisations, y compris dans les aéroports. Nous étions partis ensuite à Montréal avec Jacques Forêt, qui est un grand spécialiste de la motivation et qui nous avait expliqué comment cultiver nos propres forces pour les mettre au profit de nos projets. Et puis, comme je l'évoquais, Geneviève qui nous avait parlé avec beaucoup de cœur, justement beaucoup de cœur, de la manière dont elle-même était devenue une leaduse ou un leader authentique. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est parler, j'espère, avec beaucoup de cœur. Mais je vais rester sur une image que nous avait laissée d'ailleurs Geneviève, que j'aime beaucoup, qui est, vous le connaissez, reconnaissez, c'est Le Magicien d'Oz. Alors, pour moi, c'est un film qui est assez touchant,
pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, vous savez effectivement qu'il y a le lion peureux, qu'il y a l'homme de fer, qu'il y a l'homme de paille, et puis qu'il y a Dorothy qui est au centre, et qu'en fait tout ça c'est une histoire finalement de pouvoir de super-héros. Et ce super-héros qui est le lion peureux, ben, il lui manque quelque part le courage. Donc on est dans le registre de l'émotion. L'homme de fer, il lui manque par définition le cœur. Et c'est tout cet ensemble qu'on vous propose de voir aujourd'hui et de vous donner et partager avec vous quelque chose que nous avons tous en nous, qui est un pouvoir de super-héros qui ne demande qu'à grandir. Accompagnateur aujourd'hui, nous sommes toujours deux, hein, Alexandre. Toujours. Tu nous as dit tout à l'heure, tu t'es présenté, tu veux rajouter un mot? J'ai mis vendeur là. Tu es vendeur? Ouais, je suis vendeur complètement. Complètement vendeur. Complètement. Alors j'ai fait ça en fait pour Alexandre, pour tout vous dire. J'ai fait ça pour dire que c'est un vendeur parce que pour moi c'est un compliment un vendeur. Est-ce que c'est pour vous un compliment? Est-ce que c'est pour ce qu'on entend un compliment? Ça dépend. Je pense que ça dépend beaucoup de comment on voit les vendeurs. En France, des fois, c'est compliqué. Moi, je trouve que les vendeurs, ils résolvent des problèmes. Oui, mais ils ne sont pas toujours vus comme ça. Quand même. On est d'accord. Voilà. Et en tout cas, un connecteur, et je crois que c'est un point qui nous connecte tous les deux, même si vous avez vu qu'on n'a pas la distance aujourd'hui, on n'a pas la distance des 1,50 m. Nous sommes aussi des explorateurs parce que nous travaillons aussi sur, en particulier, des voyages, puisqu'on accompagne nos clients sur des voyages et sur justement développer des pouvoirs de super-héros. Je vais te laisser d'ailleurs nous parler, c'est quoi un pouvoir de super-héros qui est l'intelligence émotionnelle, Alex? Donc l'intelligence émotionnelle, moi je l'ai découvert quand j'ai essayé de comprendre pourquoi justement j'étais un bon vendeur. Parce que j'ai rarement suivi les règles, j'ai rarement suivi les process et j'ai toujours atteint mes objectifs. Et à un moment donné, je me suis demandé pourquoi. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a une dizaine d'années. Et j'ai essayé d'expliquer aux gens qui m'entouraient et ils n'ont rien compris. Mais ils m'ont dit gentiment, tu sais quoi, l'important, c'est pas qu'on comprenne ce que tu fais, c'est que finalement, ça fonctionne. Ça m'a beaucoup frustré. Et donc, parce qu'ils ne parlaient pas de la tête, là, c'est ça? Ouais, parce que c'est très difficile de voir que tu réussis à faire des choses et de ne pas réussir à les expliquer et que les gens te disent avec beaucoup de bienveillance, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la différence entre la théorie et la pratique, hein. Tu sais quelle est la différence? Vas-y. Ben, en théorie, il n'y en a pas. C'est vrai. Et donc, à force de me poser des questions, je me suis retrouvé en face de l'intelligence émotionnelle et en face de cette définition de Mayer qui m'a réveillé et qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'utilisais pour vendre l'intelligence émotionnelle de manière complètement naturelle. Et en fait, à partir de cette prise de conscience, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus concret. Et puis derrière, je l'ai exprimé en l'écrivant, en le théorisant, en le processant. Et c'est devenu aujourd'hui, pour moi, une méthode, un moyen de passer à un niveau de vente assez différent et c'est devenu un vrai pouvoir de super-héros. Et alors, c'est drôle parce que tu dis que tu l'as découvert il y a 10 ans, mais tu es sorti de GEM, de Grenoble École de Management. Il y a quand même un peu plus que 10 ans, si j'ai bonne mémoire. Moi, c'est encore plus ancien. Ouais. Et au passage, je salue tous les collègues aussi, ou tous les alumni de GEM qui sont là. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Et ça, on n'avait pas enseigné à l'école. Ah non. Mais d'abord, on t'enseigne pas avant, hein, même à GEM. C'est l'école de commerce. Ouais. Je pense qu'on doit avoir 2 heures de cours de vente. Et peut-être 2 jours, tu vois, mais c'est ça, sur 3 ans. Et l'intelligence émotionnelle, c'est un truc qui était complètement inconnu, mais c'est un truc qui est resté très obscur pendant très longtemps. Aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence émotionnelle et de neurosciences, etc. Mais pendant très, très longtemps, c'était absolument pas le cas. Et donc, je vais vous lire cette définition, vous l'avez déjà tous lue 10 fois là, mais l'habileté à percevoir, à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à les réguler chez soi et chez les autres. Et en fait, c'est tout ça qui fait l'intelligence émotionnelle, mais c'est la fin qui est importante. C'est sa capacité à les réguler chez soi et chez les autres. Parce que c'est ça qui amène le changement et c'est ça qui permet la synchronisation et l'adhésion. On va voir ça. Ouais, on va voir ça, mais je crois que j'ai fait aussi une partie du chemin que tu as fait aussi. Et une partie grâce à toi d'ailleurs. Allons-y. Alors, si on se dit que l'intelligence émotionnelle, il faut essayer de la comprendre et de la modéliser, il y a 4 grandes étapes, et c'est la première étape qui est indispensable, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est, on est tous là, hein.
c'est la capacité à comprendre ses émotions. Donc, on sait qu'elles existent et on connaît les effets qu'elles ont sur nous. On a tous ce niveau-là. La conscience sociale, c'est la deuxième étape. D'abord, en plus, c'est pas vrai. C'est la maîtrise de soi et la conscience sociale. On s'est trompé. C'est la maîtrise de soi, la deuxième étape. Et la maîtrise de soi, c'est la capacité à utiliser ses émotions pour se mettre en mouvement, comme une source d'énergie. Vraiment, on les canalise et on s'écoute, on s'interroge et ça permet de trouver des solutions. Je sais que je suis stressé là, tu vois, par exemple, parce que je n'ai pas le retour écran. Voilà. Bon, donc là, je suis conscient que j'ai un peu de stress. On est tous les deux. Tout va bien. On va avancer, on va se mettre en mouvement et on va dérouler et ça va bien se passer. Et après, derrière l'étape d'après, si tu veux, je maîtrise que j'ai effectivement et je te le dis et puis du coup, nous sourions ensemble. Exactement. La conscience sociale, donc globalement, une grande partie d'entre nous arrive à la maîtrise de soi à un moment donné ou à un autre de sa vie et comprend que les émotions ont une influence positive à partir du moment où elles sont canalisées. La conscience sociale, c'est la capacité à comprendre, à reconnaître les émotions chez les autres. Ça veut dire qu'on sait que la personne en face de nous, elle est stressée, elle est angoissée, on est capable d'empathie, on est capable de se mettre au niveau de l'autre et de commencer à mieux le comprendre. Mais on n'interagit pas encore, on n'influence pas, on ne commence pas à faire changer, on est juste en l'écoute. D'accord ? Et la dernière étape, et c'est une étape qui est un peu le Graal de l'intelligence émotionnelle, peu y sont, c'est la capacité à changer les émotions des autres, à les influencer et donc à favoriser le développement et la mise en mouvement. Et c'est la différence entre comprendre et convaincre et persuader. Ce que tu m'avais dit. Exactement. Et tu vois, moi, je vois un parallèle très fort. Je sais qu'on est plusieurs là en ligne qui sommes coachs, comme moi, et ayant découvert aussi, d'ailleurs plus approfondi avec toi la vente, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points communs sur l'utilisation des émotions dans les processus de vente, dans les processus de coaching, notamment au travers justement de ce qu'on a travaillé en coaching sur la conscience de soi, mais aussi sur la maîtrise de soi et sur l'utilisation de ses propres émotions comme miroir des émotions de l'autre et que la communication, la métacommunication qu'on peut avoir amène l'autre forcément à bouger d'une certaine manière en séance de coaching. Et je pense que ce que tu dis, c'est de plus en plus vrai aujourd'hui parce que je pense que les gens ont besoin de sens dans ce qu'ils font. Et quand tu achètes quelque chose ou quand tu veux vendre quelque chose, tu vas devoir faire un mouvement. Tu vas devoir changer quelque chose. Et c'est compliqué de changer quand tu ne donnes pas de sens à ce que tu fais. Et donc, moi, je pense sincèrement que la vente permet de donner du sens. Alors, justement, comment on donne du sens, comment on se donne du sens dans ce qu'on fait et comment on utilise l'intelligence émotionnelle de manière très concrète pour soi. Et c'est un peu le truc qui va nous permettre d'augmenter ou d'améliorer la mesure de notre intelligence émotionnelle, qui est le quotient émotionnel, qui provient du modèle de Reuter-Barwan. Je vous laisserai lire la définition. Mais... Oui, j'en profite juste pour dire, pardonne-moi Alexandre, que vous avez évidemment, étant inscrit, vous avez accès au replay aussi autant de fois que vous le souhaitez. Oui, si on va trop vite. Voilà. Enfin, surtout si on se trompe, parce que du coup, il faudra qu'il suive. La base de l'intelligence émotionnelle, la base du quotient émotionnel, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est quelque chose. D'abord, Emmanuel, est-ce que tu fais la différence entre l'estime et la confiance? Si tu devais donner une définition. Moi, je pense, il y a plusieurs versions, parce que dans toutes les écoles, et moi, ce que j'ai vu à l'Académie du coaching, par exemple, c'était une manière de voir les choses. Mais je pense que l'estime de soi, c'est la petite voix intérieure qui te dit que tu en vaut la peine. C'est pas mal. Je suis assez d'accord avec ça. C'est la petite voix qui te dit t'as de la valeur. D'ailleurs, c'est Isaïe, c'est parce que tu as de la valeur. C'est ta valeur. Exactement. Et la confiance? Et la confiance, c'est la capacité, c'est la certitude que la capacité à agir. C'est ça. C'est ça. C'est exactement. C'est ta capacité à agir. C'est quand tu me dis derrière, de toute façon, cet entretien, on va le réussir avec le client aussi, on va se synchroniser. Donc, on voit bien qu'il y a un lien extrêmement fort entre l'estime et la confiance, parce que si tu t'estimes et que tu connais ta valeur, naturellement, ta capacité à agir est plus forte. Parce que tu vas avoir plus de confiance. Et donc, tu vas pouvoir mettre plus de choses en mouvement, aller plus loin. D'accord? Et c'est beaucoup plus difficile de travailler sa confiance que de travailler son estime, parce que la confiance, elle te demande de réussir des actions. La confiance, c'est de l'action, en fait. Elle te demande de réussir des actions. Elle te demande des petites victoires. Et si tu n'as pas de victoire pendant un certain temps, potentiellement, tu peux avoir des difficultés avec ta confiance en toi. Alors que ton estime, elle ne te demande pas forcément des petites victoires. S'estimer, c'est être bienveillant vis-à-vis de soi.
Et on peut être bienveillant vis-à-vis de soi simplement en faisant, à un moment donné, chaque soir, se remémorer ce qui s'est passé dans la journée en se disant « Ah, ça c'était cool. Ça s'est bien passé. » Et il faut beaucoup de continuer de plaisir. prendre l'habitude. Enfin, Ouais. moi, je le fais de temps en temps, c'est quand tu médites aussi. C'est vrai que derrière, tu te dis, mais finalement, il y a bien plus de raisons de se réjouir. Exactement. Plutôt que au contraire de se... Et donc, quand tu le fais un peu tous les jours et que quand tu te lèves le matin, que tu souris devant ta glace en disant que tu vas passer une bonne journée, ça t'aide à avoir de l'estime pour toi. Et donc, ça renforce derrière ta confiance. Si ça renforce ta confiance, tu réussis mieux. Quand tu réussis mieux, ça va renforcer ta motivation parce que tu vas prendre du plaisir dans la réussite. Et si tu es motivé, laisse-moi aller au bout. Si tu es motivé, ça te permet de faire adhérer plus facilement les joueurs autour de toi parce qu'ils vont être contents d'avoir quelqu'un qui est souriant, qui est dynamique et qui les entraîne. Et à partir de là, ça te permet d'être autonome et d'avoir confiance dans les idées que tu défends, dans la valeur que tu as, et tu reboucles. Et cette autonomie que tu gagnes au travers de l'adhésion des autres à ton action, ça renforce ton estime de toi. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour parler de la motivation 2 minutes, si tu permets. Bien sûr. Je vous invite à regarder, donc il est sur notre chaîne YouTube, mais on peut mettre un lien. C'est l'intervention de Jacques Forest sur la motivation. C'est un grand spécialiste nord-américain de la motivation. Tu étais là, je crois, dans son webinaire sur les 4 sources de motivation et notamment le sens que tu évoquais tout à l'heure, mais également l'autonomie qu'on retrouve là aussi derrière, le besoin de pouvoir avoir une marge d'action. Et puis, bien sûr, la partie inclusion dans la relation avec les autres. Donc, on est sur le sujet de l'intelligence émotionnelle. Et le 4e facteur, c'est le fait de grandir et d'apprendre aussi, qui est aussi donc la motivation. Vous allez la trouver aussi dans les leviers de motivation chez Jacques. C'est la petite parenthèse promotionnelle. Mais tu as raison. Et c'est important. De toute façon, c'est impossible en quelques minutes de prendre chacun de ces concepts qui sont déjà, je pense qu'on peut faire 10 webinaires sur chacun d'entre eux. Donc voilà. Donc là, globalement, on a brossé extrêmement rapidement l'intelligence émotionnelle et l'importance de l'intelligence émotionnelle sur soi et comment ça fonctionne. On va passer de manière très concrète à l'utilisation plus opérationnelle de l'intelligence émotionnelle. Mais avant ça, peut-être qu'il y a des questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Louisa, est-ce que nous avons des questions? Des questions. Tu ne peux pas aller voir le chat? Non, je ne peux pas aller voir le chat. J'ai un petit souci pour l'instant. Donc, bon, on va répondre aux questions quand Louisa va me les transmettre. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de questions. Moi, j'en aurais juste une, si tu me permets. C'est toi qui a des années de direction commerciale. Tu sais très bien qu'il y a des moments où il y a des hauts et des bas. Okay. Comment tu conseilles les équipes pour entretenir la confiance quand il y a des périodes de haut, c'est l'euphorie. Puis quand il y a donc on se dit, il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors déjà, au niveau d'une direction commerciale, c'est jamais l'euphorie pour tout le monde. Ce qui veut dire que tu vas avoir des gens qui vont, même quand ça se passe bien, tu vas avoir des gens qui vont réussir très très fort et d'autres qui vont réussir moins bien. Donc il faut aussi être très attentif à ce que chacun dans la direction commerciale, chaque membre de son équipe vit réellement par rapport à ce que vit l'équipe. Et là, pour que ça fonctionne, il faut un team building, il faut un team spirit très très fort, même quand ça fonctionne très bien. Parce qu'il faut que les meilleurs, ceux qui réussissent, emmènent ceux qui sont un peu moins dans la réussite. Ouais, je suis assez touché dans ce que tu dis parce que je crois que c'est bien la question de tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement personnel et individuel. Tu vois, c'est pas la direction commerciale, tu dis c'est les personnes directement, une par une, et l'attention qui est portée aux personnes. Et alors finalement, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus constructif quand ça va pas, parce que quand ça va pas, ça montre les vrais problèmes. Et en fait, quand tout va bien, tu masques les problèmes. D'accord? Et c'est dans les moments difficiles que le changement s'inscrit et que tu vas vraiment te transformer et trouver des solutions. Et les petites victoires, elles ne se font pas quand tout va bien. C'est très difficile de faire des petites victoires quand tout va bien. Non, parce qu'on est convaincu, on est sûr, on est sûr. Le chemin est... Et c'est pourtant les petites victoires qui construisent. Et donc, tu as besoin de faire ces petites victoires, et ces petites victoires, elles sont plus faciles à faire quand ça va mal, parce que tu vas te reconcentrer sur des petits pas et tu vas bien mesurer ce que tu peux faire au quotidien. Encore faut-il justement être accompagné pour ça, parce que tout seul, c'est parfois pas toujours facile. Il faut avoir un bon manager ou alors un bon coach. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Le super pouvoir. Le super pouvoir. Alors, on a éclaté le super pouvoir d'intelligence émotionnelle en plusieurs petits super pouvoirs. Il faut qu'on regarde la caméra, en fait. Oui, non, on se regarde tous les deux. Parce qu'on s'apprécie beaucoup.
Le pouvoir de mieux se comprendre. Alors, c'est mieux se comprendre et c'est aussi cette capacité à comprendre les autres. En fait, l'authenticité, elle permet elle permet d'être beaucoup plus empathique et d'être beaucoup plus à l'écoute des autres. Et quand on fait un entretien, que ce soit un entretien avec un manager, un entretien avec un partenaire, un entretien avec un collaborateur, un entretien avec un client, l'écoute, la compréhension fine de ses attentes, de ses aspirations, de ses valeurs, c'est ça qui va nous permettre de vraiment trouver les problèmes qu'il a et donc comment est-ce qu'on va l'aider à se mettre en mouvement pour résoudre ces problèmes. Alors dans la vente, c'est absolument indispensable. Si tu n'écoutes pas, que tu comprends pas et que tu expliques juste ton argumentaire commercial que tu as appris par cœur et que tu as déjà récité 1000 fois, la probabilité que tu vendes, elle est assez faible, sauf si tu fais partie d'une grande boîte ou que tu vends quelque chose dont tout le monde a besoin. Mais quand tu écoutes et que tu vas chercher le fond des choses, la causalité première des problèmes qu'une personne a, et elle est souvent liée à la différence entre ses valeurs, par exemple, et les valeurs de la société, entre sa fonction. Voilà, c'est souvent une question d'écart, exactement. Mais ce qui est vrai pour la vente, c'est vrai tout le temps. Dans les organisations, souvent, on voit que les relations entre les employés et les employeurs sont très dans la revendication. Et si tu, à un moment donné, toi, en tant qu'employé, tu veux faire bouger ton manager, bah, c'est beaucoup plus intéressant d'aller l'écouter, d'essayer de comprendre ce qu'il vit, plutôt que d'essayer de revendiquer quelque chose qui est important pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai complètement changé de point de vue sur une pratique qui était, il y a encore 15 ans, qui était très en usage dans les entreprises, qui consiste, tu sais, à dire derrière, ceux qui râlent, je m'intéresse pas parce qu'à la fin, ils vont se mettre de côté. Or, c'est ceux parfois qui sont les plus intéressants parce qu'ils ont des choses à dire, parce qu'ils sont plus sensibles peut-être à ces choses-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les râleurs, souvent, ce sont les early adopteurs du changement. Parce que si tu les convaincs, ils deviennent, si tu les persuades… Alors qu'il y a 15 ans, on disait, il faut surtout pas parce que vous n'y arriverez jamais. Exactement. Mais quand tu persuades un râleur, quand tu veux faire un changement et que tu as quelqu'un qui s'y oppose au départ et que tu arrives à le persuader, il va devenir un super champion. Alors que les gens qui disent oui, sont écoutés à moitié, c'est souvent les gens qui disent ouais, on verra. De toute façon, ça va encore échouer. C'est le 3e plan de transformation qu'on nous propose. Comme d'habitude, dans 6 mois, on changera. Et finalement, eux, ils s'approprient rien du tout. Et en plus, ça se voit pas. Et tu t'en rends compte plusieurs mois après. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de parler avec les râleurs et de les écouter. Mais globalement, c'est pareil quand on a des clients. Quand on est en train de convaincre un prospect, c'est beaucoup plus compliqué de gérer un prospect qui dit oui, parce que tu sais pas s'il va signer à la fin. Plutôt qu'un qui dit oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, oui. Puis à la fin, tu sais pas ce qui se passe. Ouais, plutôt qu'un prospect qui te challenge. En fait, c'est des gens qui sont, enfin, ce qu'on appellerait des velléitaires presque, tu veux. Ouais, ils disent ouais, ça m'intéresse, c'est ça. Ils n'ont pas envie de. Mais moi, j'ai interrogé récemment une DRH d'un grand groupe du SBF 120. Et puis qui me dit bah, c'est intéressant parce que j'ai fait une étude justement, est-ce que vous proposez m'intéresse parce qu'on a un problème là-dessus. Et je dis ok, très bien, et vous voulez résoudre ce problème, pourquoi? Et elle me dit bah, parce que c'est normal, parce que les autres sont meilleurs que nous sur ce sujet-là. Je pourrais être précis, mais après ça sera un peu gênant. Mais et puis je dis mais d'accord, mais vous êtes aussi meilleurs que les autres, du coup les rattraper, pourquoi? Elle me dit bah, parce que le monde, c'est en l'occurrence dans l'assurance, ça va changer, donc du coup il faudrait qu'on fasse mieux. Oui, mais pourquoi? Et en fait, bon, elle me dit mais je l'ai senti très ennuyée parce qu'elle savait pas pourquoi elle voulait le faire. Et là je me suis senti, si tu veux, par rapport aux travaux qu'on avait fait ensemble, je me suis dit bon écoute, je vais peut-être perdre un client potentiel, mais je vais peut-être gagner du temps parce qu'en fait elle n'aurait pas signé en bout de course parce qu'elle sait pas où est le problème. Exactement, elle sait pas pourquoi. Elle sait pas pourquoi elle le fait. Et en fait c'est drôle parce que ça s'est terminé. Écoutez, Manuel, je vais vous faire rencontrer la direction de la stratégie. Ah ben voilà, eux ils savent. Eux ils savent. mais préparer ces entretiens avec l'intention de comprendre la personne qui est en face de toi, c'est essentiel. Et je pense qu'il faudrait que chacun d'entre nous, si on veut améliorer notre relation avec les autres, si on veut les faire adhérer, les mettre en mouvement, il faut préparer. Il faut s'intéresser. Il faut arrêter d'aller les mains dans les poches en rendez-vous, d'aller les mains dans les poches en meeting, en imaginant que la personne en face de nous, elle va se livrer totalement. Non. Des fois, ça arrive. Des fois, il peut y avoir une super synchronisation un peu par hasard parce que ça va fitter avec la personne, c'est génial. Mais si on veut avoir de la régularité, si on veut avoir de la rigueur, il faut préparer, écouter. Et ça, moi, je suis très admiratif. Et en tout cas, c'est effectivement le conseil d'un novice en vente que je vous donne, même si j'ai fait GEM il y a plus longtemps que toi. Je fais pas de cours de vente non plus.
plus. Ah bon? Non, toi non pas. plus? C'est même pas. Pourtant, en RH, on a besoin d'être des vendeurs aussi. Hein. Et effectivement, quand j'entends maintenant, il y a, je crois, c'est la semaine dernière, au début de cette semaine, Louisa doit le savoir, c'est une dame me dit en rendez-vous, là, rendez-vous à distance, hein, directrice de la gestion des talents d'une grosse boîte de 10 000 personnes, qui me dit ah, vous avez préparé votre entretien. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a touché, évidemment, mais surtout le fait de dire ça, ça veut dire que derrière, il y a plein de gens qui l'appellent, Qui ne le font pas. Et qui le font pas. Voilà. Oui, mais c'est rare. C'est rare. Et souvent, c'est par manque de temps, par manque de croyance, parce qu'on pense que ça sert à rien. Mais pour moi, c'est essentiel. Je te propose qu'on avance. Allez, on avance. J'ai juste rajouté un point, c'est-à-dire que c'est l'entretien, c'est-à-dire qu'on est totalement avec la personne aussi. Parce que si je suis pas avec la personne, parce que j'ai des trucs dans la tête, c'est un peu comme un entretien de coaching. Si je suis perturbé, je vais pas être véritablement dans une présence qui est complète. Oui, je suis d'accord avec toi. Quelque chose d'important et c'est pas toujours facile. Mais tu vois, si tu veux vraiment obtenir cette présence, il faut presque se préparer en faisant, sur les rendez-vous importants, il faut faire des dry runs. Avant d'aller voir un manager pour lui demander quelque chose d'important pour toi, fais un dry run avec quelqu'un. Avant d'aller voir un client qui est important ou à un moment donné qui va être important dans ton cycle de vente ou dans ton cycle d'adhésion, fais un dry run. Va chercher un sparring partner, répète avant. Parce que c'est très différent de l'avoir préparé dans la tête et de le ressortir. Quand tu le ressors, tu vois toutes les faiblesses. Alors, tu as raison, c'est pas que de l'intuitif. Tu parles de l'entretien, tu parles de dry run, c'est une question de préparation aussi. Et la préparation rend à l'aise. Pouvoir de se comprendre, mais pouvoir de se connecter aussi quelque part. Pouvoir se synchroniser. Alors, c'est synchroniser et se synchroniser. Parce que, encore une fois, l'intelligence émotionnelle, c'est toujours soi et les autres. Ou les autres et soi. Et donc, si on se synchronise avec les autres, on se synchronise avec soi. Et moi, j'aime bien l'image d'Ikigai. On va pas rentrer dans Ikigai. Mais c'est l'idée, c'est de chercher cet équilibre qui donne du sens à chaque chose que nous faisons. Si nous sommes en accord avec nous-mêmes et que nous arrivons à atteindre cet équilibre, eh ben, la synchronisation avec les autres, elle va être plus facile parce qu'on va savoir comment les aider à atteindre leur équilibre à eux aussi. Et encore une fois, la vente permet de mettre en mouvement et permet d'aller chercher un nouvel équilibre. Et donc, cette capacité à comprendre, écouter et à synchroniser avec les autres parce qu'on s'est mis à leur niveau, il est essentiel parce que c'est une bonne manière de bouger, d'être ensemble. Et moi, j'ai beaucoup fait de ventes où finalement, à un moment donné, la personne qui est en face de moi, elle vient à côté de moi ou je viens à côté d'elle et on met l'ordinateur là au milieu de nous et finalement on construit la proposition ensemble. La solution, c'est plus moi qui la vends ou qui l'explique, c'est plus lui qui explique ses problèmes et qui l'écoute, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et les plus belles ventes que j'ai fait, les plus belles transformations, c'est les transformations où il y a une synchronisation totale et finalement où la personne qui est en face de moi, qui était mon prospect, qui est devenu mon acheteur, eh ben, il a complètement construit la solution. Moi, je pense que c'est aussi une question, si tu veux, là tu parles d'une question de relation. Moi, je mets ça sur une question de relation, parce qu'on voit aussi dans le coaching, c'est-à-dire cette relation qui est équilibrée, sur lequel et qu'on voit aussi dans les relations sociales aussi d'ailleurs, ou dans c'est surtout pas, je sais ce qui est bon pour vous. Ah non. C'est ok, vous avez un souci, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut aussi coopérer pour le résoudre. Mais il n'y a pas de position supérieure de l'un par rapport à l'autre. Exactement. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment humble aujourd'hui. Je pense qu'il faut à un moment donné se dire que la personne qui est en face de nous, on a peut-être quelque chose à lui vendre, mais on a aussi quelque chose nous-mêmes à récupérer, à apprendre. Tu vois. Et je pense que c'est un échange. Ça doit toujours être. Alors moi, c'est parfois quelque chose qui m'ennuie, c'est-à-dire que j'ai tellement envie d'échanger, j'ai envie de recevoir, mais j'oublie que je dois vendre quelque chose, donc il faut quand même le faire aussi. Il faut un peu de directivité. Tu vas en parler après, je crois. Je vais en parler après. Alors, pareil, pour se synchroniser avec les autres, il faut avoir des trucs, parce que c'est pas simple, hein, l'écoute et la compréhension, la préparation ne permet pas forcément d'atteindre une synchronisation à chaque fois, parce qu'on est tous différents. Moi, j'aime beaucoup le disque, j'aime beaucoup la couleur, parce que ça permet très rapidement de comprendre qui sont les autres et de les teinter et de se dire, est-ce qu'on va réussir à se synchroniser ou pas. Et c'est pareil, dans les conseils que je donne, c'est essayer de ne pas être seul, surtout dans un rendez-vous de vente. Essayer d'être deux, c'est mieux à deux, parce qu'on a plus de chances que ça fonctionne que quand on est seul. Pourquoi ? Parce que alors c'est marrant parce que le 10 c'est un cercle, mais en fait c'est un carré.
Et dans le carré du disque, on voit tout de suite ceux qui vont aller ensemble et ceux qui vont aller contre. Et en fait, on se remarque que les rouges et les bleus, ils sont très factuels. Et donc, à un moment donné, ils fonctionnent bien ensemble parce que même s'il y en a un qui est plutôt dans la pensée et l'autre dans l'action, ils sont tous les deux dans les faits. Les rouges et les verts et les jaunes, c'est pareil, ils sont très dans l'émotion, ils sont très dans l'humain, ils sont très dans la compréhension. Même s'il y en a un où c'est plus important pour lui, les gens qui l'entourent, et l'autre où c'est plus important lui-même, in fine, ils fonctionnent beaucoup au ressenti tous les deux. Oui, mais en même temps, sur un entretien qui va durer 1 heure, n'importe quoi, mais qui va durer 1 heure, sachant que derrière personne n'a une seule couleur, on a souvent 2 couleurs, ou trois, on a la capacité à se synchroniser potentiellement. Oui, mais la teinte, la couleur dominante te permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. En quelques minutes, si tu synchronises bien, tu comprends bien la couleur de la personne qui est en face de toi, tu peux obtenir une synchronisation, donc ça veut dire une confiance et une écoute en quelques instants. Et un travail qui te prendra plusieurs jours ou plusieurs heures ou plusieurs jours, ben, tu vas l'accomplir en quelques minutes. Ouais, c'est vraiment important parce que je trouve, tu m'as aussi convaincu aussi sur le disque et je me souviens de cette DRH qu'on a rencontrée ensemble et des vidéos d'elle qu'on avait regardées. Tu te souviens? Et puis on s'est dit, elle est effectivement dominante rouge. Exactement. Et l'entretien a été extrêmement directif et non seulement de sa part, tourné sur l'action, mais aussi de notre part. Et en fait, finalement, c'est ce qu'elle attendait quelque part. C'est ce qu'elle attendait. Et donc, si on a quelqu'un qui est rouge en face de nous, et si nous, on ne s'adapte pas et qu'on ne monte pas dans le rouge ou le bleu, ça va être très compliqué. Et pareil, si on a quelqu'un... Moi, je suis complètement jaune, hein, tu le sais. Et voilà, et si on a quelqu'un... rouge, un peu vert aussi. Un peu vert aussi. T'aimes bien les gens, je crois que t'aimes bien les gens. Et si on a des gens qui sont très verts ou très jaunes en face de nous et que nous, on est trop rouge ou trop bleu, ça ne va pas fonctionner non plus. Toi, t'es quoi? Moi, je pense que je suis rouge-jaune. Ah, tu penses ou t'es sûr? Non, je suis sûr. Okay. Je suis sûr. Merci. Ce que je vais vous expliquer avec le disque, c'est que globalement, il faut essayer de comprendre comment les gens fonctionnent. Est-ce que les gens sont dans l'action factuelle, ce sont des rouges, dans la réflexion factuelle, ce sont des bleus, dans l'émotion et l'attente et l'écoute, ce sont des verts, et dans l'action sur le ressenti, sur l'émotion, ce sont des jaunes. Et il faut essayer d'aller chercher en vous la couleur qui va être le plus proche de celle de votre interlocuteur. Si vous êtes vert et que vous avez un rouge en face de vous, ça ne marchera pas. Si vous êtes bleu et que vous avez un jaune en face de vous, ça ne marchera pas. Un jaune, c'est pour ça aussi qu'il faut y être à deux. Voilà, c'est pour ça qu'il faut y être à deux et qu'il faut être capable de comprendre vite. J'ai fait un rendez-vous cet après-midi avec une commerciale et un patron d'usine qui était très rouge. Très, 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 très rouge. ROI. Il était entouré d'experts et ma commerciale est très jaune. Et ça n'a pas marché. Et j'ai dû reprendre la main à la fin du rendez-vous et je suis rentré dans un mode ultra directif. Et en l'espace d'une dizaine de minutes, on a conclu la vente. Parce que ce qui avait besoin la personne en face de nous, c'est un patron. Il a besoin d'être directif. Il a besoin de nous poser une question, d'avoir une réponse claire. C'est la directivité, ça rassure aussi. On va y venir. Je crois qu'on a un slide dessus. Ouais. Moi, je voulais juste faire un petit truc parce qu'il faut qu'on avance aussi sur le sujet. Je pense que n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez besoin d'éléments, on n'a pas prévu de rentrer dans tous les détails. On va rentrer dans des choses très très concrètes, mais on n'a pas prévu de vous commenter le disque. Vous trouvez aussi de l'info. Et puis, je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui évidemment connaissent cet outil. Voilà. C'est comment moi je l'utilise dans mon quotidien. Voilà. Mais effectivement, je crois que derrière, c'est effectivement, moi je l'ai vu à l'œuvre. Et quand je vois sortir, tu te souviens de ce rendez-vous qu'on avait avec un DRH. Oui. Ça nous avait marqué. Je crois que c'était un de nos premiers rendez-vous ensemble. Oui, je pense que ça t'avait bien marqué. Ouais, parce que le lendemain, le DRH que Alexandre ne connaissait pas, que moi je connaissais, envoie un mail en disant j'ai vachement apprécié, j'ai énormément apprécié. La franchise ou l'authenticité de nos échanges. Ouais. Bon. Et c'était pas de la manipulation, c'était simplement parce qu'on s'était mis juste sur son canal. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il avait besoin qu'à un moment donné, des gens comprennent vraiment et qu'ils comprennent vraiment ce qu'il était en train de vivre lui. Et pas seulement le rôle du DRH en tant que tel. Ok, on poursuit? Yes. Alors, susciter l'adhésion. Pour susciter l'adhésion, donc là, on a beaucoup compris comment synchroniser, comment écouter, comment se mettre, comment utiliser son empathie. Maintenant, on va utiliser des techniques qui sont un peu plus actives, et notamment des techniques de reformulation, parce que reformuler, c'est faire comprendre à son interlocuteur qu'on a compris nous-mêmes. Et donc, l'objectif, c'est d'obtenir des oui. Et tant qu'on n'a pas obtenu des oui, ça marche pas. Ça veut dire qu'on est à côté de la plaque. Mais on peut pas reformuler n'importe comment. D'accord? Donc, il y a des techniques de reformulation.
Et je donne d'ailleurs quelques techniques de reformulation qui permettent de faire en sorte… Tu reformules, mais plus que simplement parce que je te dis, je viens de comprendre que tu dis qu'il faut reformuler. Oui. Et là, tu me dis oui. Et donc, du coup, ça, j'ai obtenu un oui de ta part. C'est ça, mais tu n'as pas obtenu un oui complet. Non, je sais. On va reparler de ça. Un oui pur. D'accord. Il y a donc des techniques de reformulation qui sont, je vous les ai marquées à droite, qui vont vous permettre à votre interlocuteur de parler davantage, d'accord, d'aller plus loin dans ce qu'il doit dire et de vous donner plus d'éléments pour mieux comprendre. Et ça fonctionne, vraiment. Et ensuite, une fois que vous avez suffisamment d'éléments, c'est compris la peine, mais aussi compris l'impact. La peine. La douleur. La douleur, d'accord. Okay. Compris la douleur et compris l'impact de la douleur sur la personne. En fait, c'est quelle est son émotion, son ressenti sur cette douleur. Parce qu'il a un problème. Voilà. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est frustré? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est angoissé? C'est quoi l'émotion dominante du problème qu'il a? Oui, parce que je vais présenter le problème de manière tout à fait technocratique. Très neutre, exactement. Très neutre. Et ben, ça marche pas. Enfin, en tout, si ça marche, mais qu'à moitié. Oui, ça marche qu'à moitié parce qu'en fait, il ne s'est pas impliqué lui-même. Il était juste observateur. C'est ça. Et donc, l'idée, le oui pur, c'est ça. La reformulation parfaite, c'est quand tu arrives à faire dire à la personne, oui, mon problème, c'est ça, et oui, ça me frustre. Ou oui, ça m'angoisse. Donc, c'est à la fois de fait et de sentiment. Le mot qui est important, c'est le et de sentiment. Et de sentiment. Et c'est ce double oui. Et quand on a ce double oui, il est immense parce qu'on a la réalité du problème fonctionnel, opérationnel, auquel on va s'attacher à le résoudre, mais on a aussi le ressenti et à quel point mettre en mouvement cette personne va changer son émotion. Cela dit, quand tu vois des patrons, tu me citais l'exemple d'un PDG, mais quand tu vois des patrons, tu leur poses la question et ça te fait quoi? Oui, je l'ai fait hier soir. Ah ouais? Oui. Je l'ai fait hier soir avec un grand dirigeant d'une société française-américaine qui s'occupe de la filiale France. En fait, au départ, c'est une société française qui est partie aux États-Unis et qui a une direction aux États-Unis. Lui, il est le patron de la France. Donc, il est un peu plus patron que de la France, mais globalement. Et il a une vraie difficulté à faire comprendre maintenant aux États-Unis comment la France fonctionne. Alors que c'est un classique. C'est un classique. Et donc, tu vois bien, tu imagines bien toutes les solutions qu'on peut mettre en œuvre d'un point de vue pour l'aider à faire passer des bons messages. Mais je ne me suis pas contenté de ça. Je lui ai demandé, et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment tu le vis, toi, ça? Et c'est là où il s'est lâché. C'est là où où la discussion a commencé à être vraiment intéressante. C'est quand il a commencé à parler des problèmes et des problèmes très humains qui se cachaient derrière et qui étaient durs pour lui, que la discussion a commencé à avoir du sens. D'accord, et qu'il a du coup bougé aussi. Exactement, et que derrière, il m'a dit, il faut absolument qu'on se revoie. Finalement, tu l'as déstabilisé un petit peu. Non, pas du tout. Mais non, c'est pas une question. Tu déstabilisé, c'est-à-dire que déstabiliser, c'est-à-dire que tu l'as fait prendre conscience du fait qu'il avait un équilibre qui était un peu précaire et que du coup, il pouvait… Je sais pas s'il y a une… D'abord, c'est compliqué de faire prendre conscience à un inconnu qu'on rencontre, tu vois, pour la première fois en 1 heure, quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai suscité un intérêt. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il s'est dit, la personne avec laquelle j'ai discuté hier soir, il faut que je la revoie. Il faut que je la revoie parce que je pense que c'est peut-être une des rares fois où on a compris. Voilà. Et peut-être que la deuxième étape, on va vraiment rentrer dans le vif et on va vraiment commencer à poser les trucs. Et là, il tu as créé une sorte d'intimité émotionnelle qui est beaucoup plus forte que si tu étais dans une présentation. Et ce qui est marrant, c'est que la personne qui était à ma droite, qui m'a présenté cette personne-là, elle m'a envoyé un message en me disant « C'était une super soirée, mais finalement, tu as été un peu trop avec mon patron et pas assez avec moi. Tu es devenu trop exclusif. » Et tu vois, et c'est ça aussi, c'est le problème, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une synchronisation qui se fait, ça devient relativement compliqué de rester ouvert à tout ce qui se passe autour de toi. Ce qui est très difficile, j'ai un peu le sentiment parce que un paquet de fois récemment, je ne l'ai pas réussi, c'est que tu as des gens qui sont beaucoup dans un rôle et les gens auxquels tu t'adresses quand tu es commercial, c'est des gens qui sont dans un rôle, qui ont l'autorité de l'acheteur, qui ont dans notre image le pouvoir de te faire vivre ou pas, parce que finalement, toi, tu as besoin de vivre en vendant. Et du coup, mais qui ont cette idée-là, en tout cas, qui ne voient pas du coup leurs problèmes, forcément, et surtout qui ne veulent pas les livrer, et qui ne veulent pas les livrer ou qui n'ont pas envie de les livrer, de manière émotionnelle en tout cas. Et moi, j'ai souvenir d'un entretien qu'on avait réalisé ensemble, sur lequel, quand je suis sorti d'entretien, je t'ai dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était dans le 17e, tu vas un peu fort quand même, hein, Alexandre.
C'est pas. Je pense que si quelqu'un n'a pas envie de se livrer et qu'il reste dans un jeu de rôle, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de vouloir l'aider ou de vouloir l'accompagner, tu vois. Ben, c'est comme dans le coaching finalement. Si tu n'as pas de demande, tu n'auras pas de. Honnêtement, moi, je pense qu'on est trop vieux pour se dire, on a trop d'expérience pour se dire, est-ce qu'il faut vraiment prendre du temps. Donc on essaye un peu, puis après. Okay. À essayer de faire bouger quelqu'un qui est dans une posture. Moi aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça. D'accord. Ça m'intéresse plus. Il y a tellement de gens brillants, il y a tellement de gens intelligents, il y a tellement de gens avec lesquels tu as envie de travailler et qui vont t'enrichir de leur conversation, de ce qu'ils vivent, que les autres, tant pis pour eux. Et ça, c'est le must pour le commercial, c'est pas choisir les clients avec lesquels il a envie de travailler. C'est mon quotidien. On poursuit? Ouais. Et ben justement, comment est-ce qu'on va dans l'action? Tu vois, le rassure supprime le, c'est toi qui l'as écrit. Et je trouve que c'est encore quand on a préparé cette interview, et je trouve qu'il est super vrai en fait. Parce que la directivité, là l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'être directif. L'idée c'est un moment de dire ok, on a tout balayé, donc il faut y aller maintenant. Et ça c'est le rôle du commercial. C'est vraiment c'est la différence entre ok, tu m'as compris, on s'est compris. Et après c'est je signe en bas. Voilà, c'est bon. Ok, je t'ai convaincu, mais le fait de convaincre quelqu'un, ça ne met pas en action. C'est là en fait. C'est dans la tête. Il faut persuader. Donc tu reviens sur l'émotion encore par ce Et donc je vais mettre de la directivité et je vais dire maintenant on y va. Quitte à être un peu dans le dur, hein. Parce que des fois faut prendre un peu la main avec le stylo dedans pour aller signer le bon de commande, quoi. Pas loin. Hein. Et donc c'est le chèque qui est derrière qui est important ou c'est je pense que c'est l'acte. Je pense que c'est l'acte et la mesure de l'acte. Non, pour lui, pour celui qui achète. Ce qui va le mettre en mouvement, c'est l'acte de décider et la mesure de l'acte, c'est la valeur, donc ce qu'il va payer. C'est pour ça que souvent on entend que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Parce que même si tu te mets en mouvement, ça ne te coûte rien. Donc tu ne mesures pas le mouvement que tu fais. Tu vois, quand tu mesures pas le mouvement que tu fais, c'est difficile de savoir si le pas que tu fais, c'est une victoire ou pas, parce que tu la mesures pas vraiment. Et il faut arrêter de penser, imaginer que la mesure, la vraie meilleure et unique mesure, c'est quand même l'argent. C'est l'argent qui mesure tout aujourd'hui. Et donc la dépense que tu fais, elle est mesurable assez facilement. Alors tu peux le mesurer, tu peux mesurer de l'énergie que tu passes, du temps que tu passes, etc. Mais in fine, l'argent est un bon moyen de mesurer les décisions que tu prends. Pourquoi tu nous dis poser vos questions au passé? Alors on va revenir sur les conseils là-dessus. On va revenir, ça c'est pour comprendre la réalité c'est la différence entre ce que pense la personne et la réalité de ce qu'il fait ou de ce qu'il vit. On va revenir là-dessus, je voudrais revenir sur le doute. Quand tu es directif, tu supprimes le doute. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Et quand tu supprimes le doute, et ça c'est ce que tu m'as dit, tu rassures. Et je trouve que le pouvoir de rassurer les gens, je trouve que c'est super positif. Oui, sauf que derrière, il ne faut pas prendre le pouvoir à leur place aussi. Non. Non, mais je suis d'accord. C'est lui qui signe, hein. C'est à toi. En fait, tu t'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de doutes. Ah ouais. Le doute est très répandu. Immense. Mais on est tous pétris de doutes en permanence. Et des fois, ça nous coûte extrêmement cher de faire un pas vers l'avant. Quelques conseils. Juste avant que tu regardes les conseils, il y a une question qui t'est posée tout à l'heure, j'ai oublié de te la signaler par Ingrid. C'est est-il question de symétrie des attentions dans une telle démarche? Alors, j'ai envie de te la poser maintenant parce que justement, on est sur la question c'est quoi la symétrie des autres. Pour moi, si tu veux, tu le sais, en fait, on le sait tous les deux. Après, d'ailleurs, c'est un concept. L'appliquer, c'est pareil, c'est compliqué. C'est traite tes clients, enfin, traite tes salariés comme tu aimerais qu'ils traitent tes clients. Je la fais très courte. Hein, ouais. Mais je pense qu'il y a de ça. Ouais. Mais en fait, si tu es authentique, par rapport à qui tu es et à tes valeurs, tu peux pas ne pas faire ça. La difficulté de ça, c'est que tu as des sphères différentes, d'accord, dans ta vie. Tu as la sphère privée, la sphère professionnelle, la sphère amicale, la sphère du hobby, sportive, etc. Et que je pense que tu peux faire la symétrie d'intention dans chacune de ces sphères. Par contre, c'est très, très difficile de faire la symétrie d'intention entre deux sphères différentes. Tu peux être très bienveillant, par exemple, vis-à-vis dans ta journée professionnelle, et puis tu arrives le soir et pour X ou Y raison, il y a un truc qui t'énerve chez toi et qui vient te prendre une émotion qui est ingérable et tu vas devenir malveillant. Alors que profondément, pendant toute ta journée, tu l'as bien été. Cette symétrie des attentions, quand tu changes de sphère, elle est extrêmement difficile à aller chercher. Parce que les émotions n'ont pas le même sens et ne sont pas les mêmes. Mais tu veux dire que les émotions, en fonction, parce que ça rappelle des référentiels différents. On a des référentiels. Et donc la réponse est oui, mais dans une sphère précise.
D'accord. C'est la question d'ailleurs quand on parle de symétrie d'attention, la question était aussi sur, et quand on a parlé du disque là-dessus, est-ce que ça veut dire que la synchronisation, c'est la symétrie des attentions aussi? C'est-à-dire quand je me mets sur une couleur rouge parce que je fais monter mon rouge et je deviens directif, je fais monter, j'explique, je rassure, je donne des chiffres précis pour être face à un bleu. C'est ça. Et c'est pour ça que, ça veut dire de la symétrie d'attention. Est-ce que c'est symétrie d'attention, une forme de synchronisation? Encore une fois, dans l'authenticité, c'était capable de le faire. De toute façon, soyons honnêtes, hein, si tu es jaune, va devenir bleu, c'est quasi impossible. C'est la douleur est trop forte. D'accord. Je te propose du coup, merci Alexandre, je te propose de parler donc la directivité. D'abord, afin de comprendre la réelle capacité de votre client ou de la personne qui est en face de vous à bouger, c'est quand vous posez la question, est-ce que c'est vous qui décidez? L'immense majorité des gens, surtout s'ils sont en fonction de management, ils vont me dire oui. Mais la réalité, c'est que l'immense majorité des gens n'a pas le pouvoir de décider. Et donc, ça va être très compliqué de lui dire, bah non, mais arrête, tu me racontes des conneries. T'es que manager BU. En fait, t'as aucun pouvoir. Tu peux pas dire ça. Ils sont tout cassés. Donc là, c'est plutôt l'idée, c'est de lui demander comment ça s'est passé la dernière fois que tu as décidé. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois que tu as mis en place une solution, la dernière fois que tu as voulu obtenir quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? D'accord, posez vos questions au passé sur ce qui s'est passé. Voilà, c'est faites raconter l'histoire de la dernière fois qu'ils ont pris une décision, de la dernière fois qu'ils se sont mis au mouvement. Et en fait, c'est très, très, très difficile quand tu dois raconter une histoire, quand tu dois raconter une anecdote que tu as vécue, de raconter une connerie. Oui, parce que sinon tu peux projeter ce que tu rates tes rêves si tu parles du futur, mais si tu es sur le passé, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors oui, il y a de l'interprétation par rapport à comment tu l'as vécu. Malgré tout, si tu l'as factué suffisamment, parce qu'on parle quand même d'un cycle de prise de décision là, on parle pas de voilà. D'accord. Donc on est dans la prise de décision. Tu vois comment ça s'est passé avant, et du coup tu peux réagir en disant derrière, ben voilà, je vais apporter des solutions, ou je vais améliorer le processus de décision, ou je vais prendre en compte les éléments qui me sont présentés. C'est ça. Une bonne décision. Quand je marque, prenez votre temps, il faut bien être clair là-dessus. Il y a un moment donné où il faut décider. Mais tant que ce moment, vous ne l'avez pas décidé, vous n'avez pas validé avec la personne qui est en face de vous que ce moment, il allait arriver dans le futur et que quand ce moment arrivera, il faudra décider, prenez le temps de le faire. Si vous dites, je dois décider avant la fin du trimestre, et ben, si on a un trimestre devant nous, on va prendre le temps de bien construire cette décision. Par contre, on va aussi expliquer qu'à la fin du trimestre, on décidera, quoi qu'il arrive. Okay. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup, et ça rejoint d'ailleurs une des questions là, qui a été posée, ça veut dire que derrière, dans ce cycle-là de discussion, parce qu'on parlait d'un entretien là, sur l'ensemble d'entretiens, ça veut dire qu'il faut se réadapter en permanence. Il faut se resynchroniser en permanence. Oui. On a une synchronisation de base, mais... Oui. Oui, et il faut, alors c'est ça, tu vois, et je sais pas si je l'ai mis à quelque part, mais il faut mettre du rythme. Ça veut dire que. Je l'ai mis sur la planche d'après. Hein. Je l'ai mis sur la planche d'après. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, il faut faire vivre. C'est-à-dire qu'une décision, c'est pas un truc comme ça. Tu vois, même si ça se prend à un moment T, il faut la faire vivre, il faut la construire, et il faut bien le faire. Et il faut essayer d'être out of the box. Ouais, il faut qu'on avance. Et donc, il faut planifier et il faut dire et à un moment donné, il faut être clair avec la personne. Écranter d'une certaine manière. Ouais, il faut dire, on va décider. On fait tout ça à un moment donné pour décider. Alors, ce sera un oui ou un non. Mais ce ne sera pas autre chose qu'un oui ou un non. Et c'est même dès le début, hein, finalement, qu'on fait ça. Parce que moi, je vois les échanges que je peux avoir, d'ailleurs, grâce à toi et récemment avec un DRH qui était à Roissy. Et en l'occurrence, entretien, on fait connaissance et on commence par écoutez, très simple, votre temps est précieux, le mien aussi. Donc, on va se présenter rapidement, puis on va voir si ça vaut la peine qu'on passe plus de temps ensemble qu'un quart d'heure. Exactement. Et en fait, tout le monde c'est une forme de cranté quelque part, si on va un peu plus loin, ne juste des entretiens. Je suis d'accord. Ah ben non, tu vois. Ah ben non. Donc il y avait le rythme, effectivement. Le rythme, le rythme, on a tenu presque le rythme parce qu'on passe à la conclusion presque alors qu'on arrive presque au terme de nos échanges. Il nous reste 10 minutes. Une synthèse? Ouais. J'ai mis quelques mots et j'ai écrit des mots ensemble. Ah ben voilà, le rythme, il est à l'intérieur d'ailleurs. Tu vois, il est là, tu vois, il est là. S'engager. S'engager, c'est croire et impacter. Tu vois, tu peux pas faire bouger les gens sans t'engager toi-même. Et tu peux pas t'engager si tu n'as pas confiance en toi.
Ouais, mais en même temps, il faut aussi s'observer aussi. Il ne faut pas s'engager au niveau, il faut faire l'hélicoptère aussi. C'est-à-dire que. Prendre de la rupture, de la. Et ouais, ce que tu disais au début, c'est-à-dire sur la maîtrise de tes émotions, la connaissance de tes émotions. Mais si tu n'es pas engagé, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour être engagé. Qu'est-ce que tu en. Si tu ne t'engages pas, si tu restes, c'est exactement la même chose que ce que tu disais. C'est la question de l'authenticité derrière. Ouais, c'est ça, mais c'est plus que ça. C'est tout à l'heure, on a dit, la personne en face de nous, elle nous livre un problème de manière très neutre, très factuelle et sans finalement, en se désynchronisant complètement du problème. Moi, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un comme ça. Et ben, je pense que si je livre une solution totalement désengagée en disant, mais si ça a marché, de toute façon, on l'a fait 1000 fois avant. C'est pareil, c'est pas intéressant. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, ça me fait penser à deux choses. Souvent, dans le commercial, on est dans une logique d'échange. Ça te coûte ça, je t'apporte ça. Et ce que j'ai constaté, notamment lors d'un cas qu'on a vu ensemble, c'est la question de l'engagement qu'on a sur des critères. Et tu me fais beaucoup travailler sur les critères d'atteinte des résultats. Oui. Et quand on travaille sur les critères d'atteinte des résultats et que tu écris après derrière, nous on a envie de participer à votre truc et de réussir, de faire réussir votre truc, tu n'es pas dans un simple échange, tu es dans quelque chose sur lequel tu apportes une valeur. Exactement. Et tu n'es pas simplement dans je te vends une baguette de pain et ça coûte 1,15 €, version tradition. C'est plus que ça, c'est-à-dire je donne plus. Et ça fait penser à la définition, tu vois, en anglais. Jacques Forêt qui intervenait nous disait on parle d'engagement en français et en fait en anglais il y a deux mots. Il y a le mot engagement et il y a le mot commitment. Oui. Et le mot commitment, nous en France on parle de l'engagement des salariés, mais en fait le vrai sujet c'est le commitment. D'ailleurs parce que le commitment c'est je vais au-delà du fait de rendre, d'apporter une valeur qui contribue au salaire que j'ai, indépendamment du salaire que j'ai ou de la rémunération que je vais avoir quand je vends quelque chose, en quoi je m'engage vis-à-vis de vous, au sens en quoi je suis impliqué, commit dans l'opération. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans les CRM des sales, on parle de commitment. C'est génial. Donc, s'engager, c'est croire et c'est savoir qu'on va avoir de l'impact. Préparer, c'est anticiper et être agile, s'adapter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on prépare, c'est pas quelque chose de figé dans le temps. C'est quelque chose qui va évoluer. Et cette préparation, il faut continuer à se dire que chaque prochain rendez-vous, on va le préparer. On va faire le dry run. On va mettre à jour nos propositions de valeur. On va évoluer. On va être agile et on va s'adapter à notre client. Écouter, comprendre, on l'a dit plein de fois. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Comprendre, c'est la finalité. Reformuler, convaincre. Convaincre parce que quand on reformule, on montre qu'on a compris. Et donc, quand on a compris, c'est assez facile derrière d'avoir un accord sur le problème. Ouais, quand tu reformules, il va te dire oui, quelque part, si tu reformules correctement. Exactement. Rythmer pour maintenir l'intérêt, pour construire sur la durée. Donc, du rythme, hein, c'est du contact, c'est des choses chaque semaine, c'est un next step, c'est un prochain pas. On ne laisse pas passer 3 semaines. Quand on a une proposition de valeur et qu'on a eu un bel entretien avec quelqu'un, quelque chose d'authentique, on ne laisse pas passer. D'ailleurs, si on le fait, ça veut dire qu'on ne s'engage pas tant que ça, finalement. Si on laisse passer du temps. Exactement. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas si important pour nous. Mettre en action, c'est persuader. Parce que c'est exactement ce qu'on a dit. Reformuler, c'est convaincre. Oui, tu m'as fait lire le Larousse. Effectivement, je vous invite à lire le Larousse et de regarder la différence entre convaincre et persuader. Et c'est intéressant entre ce qui est du registre de la tête et ce qui est du registre du cœur ou des tripes. C'est ça. Et en fait, la mise en action, c'est vraiment la persuasion. Et en fait, c'est l'objectif final de tout ce qu'on fait. C'est persuader l'autre qu'il doit bouger, qu'il doit changer. Et quand on part de, il faut s'engager soi-même pour impacter. Et en fait, il faut demander l'engagement de l'autre pour le mettre en mouvement. Il y a une question qui est posée d'ailleurs, parce que tout ça, c'est bien beau, mais c'est une question posée, c'est ok, on se plante parfois. Hein. On se plante, on a des échecs, tout ne marche pas bien. C'est pas que la faute de l'autre, parce que l'autre il est techno et donc on n'a pas envie de bosser avec lui, donc on se plante. Donc comment tu analyses les échecs? Comment est-ce que tu en profites? Et ça ne te remet pas en question non plus. Voilà, tout ça, c'est une question qui est posée. Hein. Ouais. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'échouer. Mais il faut le faire de manière construite, avec beaucoup de bienveillance. D'abord, c'est compliqué de le faire soi-même. Donc, il faut trouver des gens qui vont nous écouter et qui vont accepter qu'on exprime
des doutes, qu'on exprime peut-être des fausses raisons pour nous amener aux vraies raisons de notre échec. Ouais, c'est une forme de coaching là aussi probablement. Et donc ça veut dire que le manager, si on parle du manager qui doit nous écouter et nous faire apprendre de nos échecs, il ne doit pas nous pointer du doigt en disant pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as mal fait, en montrant ce que lui, il aurait fait et tout ce que tu as loupé et qui t'amène vers l'échec. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Mais c'est une question de coaching. Parce qu'in fine, si à chaque fois que tu fais une erreur, on t'explique que c'est de ta faute et que tu as mal fait, à la fin, tu caches et tu n'apprends plus de toutes tes erreurs. Et c'est extrêmement mauvais. Donc oui, il faut faire des erreurs et oui, il faut en apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre de ces erreurs, c'est d'avoir quelqu'un de bienveillant qui nous écoute. Et de tes réussites. C'est plus difficile d'apprendre de ses réussites. Ah ouais, parce que tu vois pas tu es enivré par la victoire et tu vois pas c'est difficile de comprendre ce qui a fait que ça fonctionne. Et d'ailleurs, un bon moyen de faire l'exercice, c'est de faire des rex et de demander à la personne qui a contribué à ta réussite, ton client par exemple, c'est quoi le bénéfice qu'il en a obtenu lui. Et pas la solution, pas de lui parler de la solution qu'il a mis en place, mais le bénéfice qu'il a obtenu réellement. À titre personnel ou à titre organisationnel? Les deux. Les deux. À titre personnel et à titre organisationnel. Et tu vas 3, 4 mois, 6 mois plus tard lui demander, et finalement, le bénéfice, alors c'est lequel? Et là, tu vas prendre conscience de la réalité de ta victoire. Qui était à la fois une super victoire, mais en même temps qui n'était pas celle que tu voyais peut-être. Exactement. Finalement, c'est pas exactement ce qui s'est passé. C'est très intéressant. J'ai quelques exemples en fait. C'est très intéressant. Bon. Alors moi, il y a des questions. Oui, justement, s'il y a des questions, on est preneur de vos questions. Donc, on pourrait mettre le chat. Et peut-être, on va réafficher le chat en direct, mais Louisa va faire passer les questions. Moi, j'ai envie, à défaut. Si vous n'en avez pas, j'ai envie de vous en poser. Ça on fait souvent comme ça aussi, d'ailleurs, dans le commercial aussi. Ouais. Est-ce que, avec quoi vous repartez de l'échange que nous venons d'avoir? Quelles seraient vos pistes d'action? De quoi avez-vous pris conscience? En quoi vous a-t-on peut-être un petit peu aidé également? Et évidemment, quelles sont, de manière plus large, vos questions? Et pendant que vous répondez à ça, à ces questions, une petite précision quand même en complément sur qui nous sommes et pourquoi nous travaillons ensemble, et j'espère que vous le sentez qu'on a plaisir à travailler ensemble, Alexandre et moi aussi. C'est simplement parce qu'on on anime une équipe de 10 dirigeants français et canadiens qui ont tous été des intrapreneurs souvent qui ont créé dans leur propre structure. Nous sommes tous des mentors et des coachs et nous sommes convaincus que derrière, il y a besoin d'aider les gens et les organisations à faire en sorte que chacun devienne entrepreneur de son propre job. Ouais. Voilà. Et pour ça, on a construit un programme de 140 heures certifiant dont on est en train de déposer le dossier auprès de France Compétences pour passer d'une idée qu'on peut avoir ou d'une envie qu'on peut avoir, mais une envie profonde, émotionnelle presque, quelque part, le feu sacré qui m'anime, à son lancement effectif et pas simplement rester au stade du rêve. Et tout ça, ça passe par effectivement la relation avec des clients parce que tu disais, il y a des cercles différents, mais finalement, en interne, on est aussi dans le commercial, dans la conviction, dans la persuasion, dans la négociation, dans un cycle de vente qui commence par l'écoute, effectivement. Voilà. Et ce parcours, voilà, il est fait 6 étapes. Il est centré sur qui je suis, pour m'aligner avec l'organisation et puis le marché qui est derrière et donc le client. Et moi, j'apprécie beaucoup, Alexandre, parce que tu interviens sur 2 modules et en particulier la transformation par le client, comment je fais rentrer le client dans l'organisation comme source de transformation également. C'est très, très puissant. Donc, avant que vous nous quittiez, alors on prend les questions aussi. J'en ai pas vu, Louisa, si tu peux me dire celles qui parviennent. Je vous propose juste derrière aussi quelque chose qui est déjà, vous avez nos coordonnées ici si vous souhaitez nous contacter, mais vous pouvez aussi, on vous invite aussi à venir tester aussi, là on l'a fait un peu d'une certaine manière sous forme de témoignages et d'interviews et d'échanges, un module, et le prochain webinaire qui va être le 6e du coup, est animé par un de nos collègues qui est Frédéric Caillot, qui est l'ancien patron du business development d'une PME qui s'appelle L'Oréal. Et qui est un grand spécialiste de l'innovation. Je crois qu'il a signé à peu près 2000 partenariats chez L'Oréal et il travaille aujourd'hui au World Intellectual Property Office à Genève sur la question de comment innover et réussir durablement et des outils indispensables pour que ce ne soit pas qu'une innovation factice, là où on est dans une question d'authenticité. C'est pas la quantité de brevets déposés, vous dira Frédéric, qui va faire effectivement la réussite d'une boîte. Et il a fait d'ailleurs des analyses
croisés, montrant que finalement, il y a une innovation qui est beaucoup plus profonde que les brevets qui sont finalement une partie de communication. Voilà. Donc, vous avez un call to action là, qui intervient. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire, si vous le souhaitez, à ce webinaire du 18 novembre à 18h. Voilà. Et puis, il y avait une question d'Ingrid qui effectivement pose des questions. Tiens, je la laisse là, du coup. Je fais du recrutement et je demande au commercial candidat, pouvez-vous me parler d'une réussite et d'un échec et quel était votre rôle ou contribution à cela? C'est une bonne manière d'aller au bout des choses, au fond des choses, avec quelqu'un en face, hein, de demander un échec, une réussite. Ça serait intéressant d'avoir les retours. Je ne sais pas si je le fais à chaque fois, moi, quand je fais passer des entretiens de recrutement. Je pense que pour des commerciaux, tu ne parles pas de l'échec à réussite? Non, je suis plus dans les process, les méthodes, la compréhension, l'écoute, la préparation. Comment est-ce que tu nous as décrit là? Le forecast aussi, la capacité à être prédictif et à être rigoureux. Je pense que la rigueur, c'est quelque chose qui n'est pas assez demandé aux commerciaux aujourd'hui et c'est pourtant extrêmement important. Alors moi, je vois bien quand il y a la question des relances, quand il y a des suivis parce que tu as quelque chose, etc. Et je me souviens un stage que j'avais fait fin d'études dans le service commercial, c'est drôle d'ailleurs, où le patron me disait qu'il avait signé avec les centres Leclerc. Au bout d'un an, il appelait une fois par semaine le directeur de référencement des centres Leclerc. C'était pour une boîte qui faisait des sacs poubelles, donc c'est pas le produit à plus grande valeur ajoutée, mais toujours est-il qu'au bout d'un an et autres. Et effectivement, on sait aussi, et je l'ai fait quand j'ai fait comme DRH, que la qualité principale d'un commercial, c'est la persévérance finalement. Oui. Ouais. Donc, il faut tenir le choc. Ouais, et c'est ça. C'est ça. Il faut être pugnace, il faut être persévérant, il faut être rigoureux. Puis j'ai une question d'un spécialiste de RH. Je pense que ça va être un spécialiste de RH, je ne sais pas qui c'est, mais qui pose la question: l'intelligence émotionnelle est-elle un savoir-faire, un savoir-être ou les deux? Une bonne question. L'intelligence émotionnelle, c'est au départ. C'est une neuroscience. Est-ce que ça s'acquiert? Je pense qu'on l'a tous parce que ça provient des neurones miroirs. On possède tous une quantité de neurones miroirs qui nous permettent d'apprendre par mimétisme. C'est ce qui fait que le bébé sourit. Voilà, on a tous des émotions et on a tous de l'empathie. Voilà. Mais la réalité, c'est que c'est comme une salle de sport. C'est-à-dire qu'on a tous des muscles, mais il n'y a que ceux qui vont à la salle de sport qui les développent. Et donc, parfois, on ne voit pas qu'il y a une salle de sport, on ne veut pas regarder qu'il y a une salle de sport aussi. Par exemple. Et donc je pense qu'on a tous la capacité de le faire, mais on est tous plus ou moins bien dotés au départ pour y arriver. Mais on peut tous y arriver avec un niveau d'entraînement suffisant. Mais l'intelligence émotionnelle, si on veut vraiment l'utiliser au quotidien, ça demande de l'utiliser chaque jour. Voilà. Puis ça demande de l'utiliser pour soi-même. Ça demande d'utiliser pour soi-même chaque jour. Et donc ça doit devenir quelque part une sorte de routine où il faut s'estimer, il faut se faire confiance, il faut se motiver, il faut écouter ses émotions, il faut faire un peu de respiration, de méditation. Voilà. Bon, on arrive à la fin, donc il est 20h03 à Paris. On va vous laisser dîner. Moi, je vous remercie beaucoup et je remercie énormément Alexandre. Alex. Non, Alex, faut pas dire Alex parce qu'Alex, vous savez, c'est une tornade qui va défiler sur l'ouest de la France. Ah merde. Donc, mais pour le coup, bon, c'est une tornade qui est passée chez vous ce soir. Ça me va bien, ça me va bien. Écoutez, un immense merci. J'espère vous voir à un prochain webinaire. Et puis, Alexandre, encore une fois, merci. Merci beaucoup de l'authenticité, de tout ce que tu nous as expliqué, de la méthode aussi. Donc, je vous invite à rester en contact avec Alexandre si vous souhaitez progresser dans la vente. Un immense merci à tous et puis excellente soirée. Merci. C'était pour voir un peu les commentaires justement qu'il y avait. Mais on n'est pas coupé la camarade là. C'est pas grave. D'accord. Il y a des commentaires, oui, là, il y a plein de commentaires. Merci à tous les deux. Merci à tous, hein. C'était super sympa. Merci Nathalie, merci Ingrid. Merci Randa. Et puis un grand merci aussi à Louisa qui était là, évidemment. Et merci Caroline. Merci Christine. Randa. Ah, Christine était là, super. Et merci beaucoup, merci Louisa, parce que tu n'as pas le rôle le plus facile quand tu es en coulisses aussi. À très très bientôt, j'espère. Retrouvez-nous sur YouTube. Au revoir. Yes. Ciao, ciao.